Voilà, c'est lancé. Alors, je mets. Hop, est-ce que je vois les commentaires? Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette personne, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir qui m'entendent? Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Si, ben voilà, je vois les commentaires en bas. Très bien. Eh bien, voilà, nous sommes en plein week-end donc de l'Ascension. Il s'est passé un certain nombre de choses sur ces dernières semaines. Et donc, je vais faire un point évidemment avec vous sur les nouveautés, ce qui se passe, ce qui se passera dans les semaines à venir. Et donc, notamment pour cette sortie de confinement. Et donc, peut-être un peu en vrac, mais un certain nombre de choses qui vous concernent, que vous soyez à Viroflay, que vous soyez ailleurs. De toute façon, le déconfinement sera à peu près le même partout sur toute la France, sauf situation sanitaire qui serait amenée à évoluer. Notamment, à commencer par les questions de commerce. Donc, vous avez compris, tous les commerces doivent rouvrir le mercredi 19 mai. Et donc avec une jauge en particulier, en fait, je crois que c'est 8 mètres carrés dans un premier temps par client et ensuite 4 mètres carrés pour à partir du 9 juin, puis après la jauge disparaîtra le 30 juin. Les marchés restent ouverts évidemment et nous continuons à filtrer parce que nous sommes encore tenus sur les marchés couverts à 8 mètres carrés par client et pour à partir de juin, ce sera 4 mètres carrés par client. Voilà, donc c'est des choses assez strictes. Donc je me remercie encore de m'avoir patienté lorsqu'il y a une petite queue qui se forme à l'entrée du marché de Viroflay, du marché Leclerc, parce que c'est aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde. Quelque chose qui est très attendu aussi par beaucoup, et d'abord par les restaurateurs, c'est l'ouverture des bars et des restaurants qui vont pouvoir rouvrir d'abord les terrasses lorsqu'ils en ont, hein, tout le monde n'en a pas. Je sais qu'il y a un nouveau restaurant à Viroflay, la Côte de Bœuf, je crois qu'il s'appelle comme ça, en fait, qui nous a demandé de pouvoir bénéficier d'une terrasse. Donc, nous allons libérer 2 à 3 places de stationnement devant chez lui pour qu'il puisse faire une terrasse. Voilà, c'est aussi l'aider dans son lancement. Et donc, ces terrasses, par contre, à partir du 19 mai, elles peuvent rouvrir, mais avec une jauge de 50% de la capacité maximale, avec 6 personnes par table au maximum. Et la jauge en terrasse passera à 100% à partir du 9 juin. Et à partir de, je crois, début juillet, je crois que c'est à l'intérieur que le service pourra se faire. Sur la culture, le 19 mai, c'est-à-dire dans très peu de temps, c'est aussi la réouverture des cinémas, théâtres, salles de concert, expositions, musées, monuments. Donc, les jauges sont également les mêmes que pendant le commerce, 8 mètres carrés par visiteur et 4 mètres carrés à partir du 9 juin. Et donc là, ça signifie que pour Viroflay, nous pourrons rouvrir la salle d'exposition de l'Écu de France, qui va pouvoir dévoiler son exposition qui est en place depuis plusieurs mois déjà, qui s'appelle La patine du temps. C'est un peu une sorte de clin d'œil, mais on ne l'a pas fait exprès. Et donc là aussi, en fait, il y a d'autres salles qui vont pouvoir ouvrir, donc des salles également de spectacle. Et donc à Viroflay, ce sera la même règle qui s'appliquera, notamment pour l'auditorium. Mais là, je ne pense pas que nous puissions avoir de spectacle qui puisse s'inscrire là avant la rentrée de septembre. C'est une question de saison et de programmation, évidemment.
Vous aurez compris que c'était un peu difficile de programmer des choses quand nous étions dans l'incertitude. Sur les questions de sport, tous les établissements sportifs de plein air donc vont être rouverts à partir du 19 mai, à l'exception de tous les sports de contact qui seront eux autorisés à partir du 9 juin. Et pour tous les établissements couverts, les salles de sport et les piscines, la pratique pour tout le public ne sera possible qu'à partir du 9 juin, avec une jauge de 50% jusqu'au 30 juin, et toutes les restrictions seront levées au 30 juin. Bon, sachant que pour ce qui est du sport, généralement avec l'USMV, la pratique du sport se fait plutôt dans l'année juillet-août. Il se passe un peu moins de choses, sauf certaines sections. Je crois qu'on a Jumi Vitalité qui continue certaines activités durant le mois de juillet. Alors, Jeanne-Marie Herman me signale pour les questions de culture qu'il y a un spectacle jeune public qui devrait avoir lieu le 29 mai prochain. Et on saisit les occasions de pouvoir proposer des choses aux Viroflésiens. Donc j'ai parlé de sport, j'ai parlé des piscines. C'est le moment en fait de faire un petit détour par la piscine de Viroflay. Et donc je vous signale, en fait, en tout cas vous le voyez, que les travaux avancent à grands pas. La commission de sécurité doit se réunir le 27 mai prochain, et la commission de sécurité qui valide le fait que la piscine peut ouvrir, en tout cas pour les questions de sécurité, pompiers notamment. Mais néanmoins, il y aura encore quelques réglages techniques, des levées de réserve suite à la réception, donc certainement sur des définitions à faire. Donc la piscine n'ouvrira pas dès le 28 mai. Par contre, il y a de fortes chances qu'elle puisse être ouverte pour l'été. Et donc là, ce sera avec un grand plaisir, c'est-à-dire avec quelques semaines d'avance par rapport au planning retravaillé qui avait été établi. Donc ce sera une bonne chose. Si nous avons été chauds, ben, ce sera bien pour les Viroflésiens qui restent sur Viroflay. Il y a une question de Frédéric Météro sur la fête de la musique. Alors, nous n'avons pas prévu de faire une fête de la musique. Par contre, nous avons prévu d'organiser, je n'ai plus la date exactement, ça va être le 26 juin, je crois, un rallye familial en fait en remplacement de la fête communale, et un rallye familial sur la thématique des échanges internationaux, puisque nous sommes sur l'année du 60e anniversaire du jumelage avec Haslor et la 40e année, 40e anniversaire pour la collaboration avec Colocani. Voilà. Donc ça se passera, je crois, le 26 juin. Il y a d'autres fêtes, j'en parlerai tout à l'heure. Le 20 et le 27, ce sont des élections. C'est une drôle de fête. Et je reviens un petit peu sur la piscine, du fait que l'USMV est actuellement à la recherche de bénévoles pour créer et animer la section de natation pour la rentrée de septembre. Je crois qu'il y a des pistes qui se dessinent. Et donc, voilà, j'ai été interrogé par plusieurs Viroflésiens qui me demandaient à partir de quand ils pourraient inscrire leur enfant au cours de natation. Là, les cours de natation avec le SMV ne reprendront que quand la section sera évidemment reconstituée et qu'ils auront également, j'allais dire, recruté leur personnel de type maître nageur ou éducateur. Voilà. Donc il faut être patient et c'est l'USMV qui se charge de ça, bien évidemment. Par contre, la section plongée, elle, est au taquet, si je peux dire. Euh, Parce que ça fait des années qu'elle est au taquet et qu'ils ont envie de redémarrer très vite. Et l'équipe d'animation de cette section existe toujours. Un point que je veux aussi signaler, c'est le fait qu'il y a aussi des choses qui se passent, des réunions, des mariages, des choses comme ça qui vont pouvoir se passer avec progressivement les contraintes qui vont se libérer. Il y a beaucoup de mariages qui sont prévus là au mois de mai, juin, juillet maintenant. Et donc il y a des jauges là aussi qui sont prévues, avec progressivement une levée de ces jauges pour être une levée complète à partir du 30 juin. Donc, et c'est aussi pour ça, je pense que beaucoup en profitent et les salles qui permettent de faire les réceptions
là aussi, vont rouvrir progressivement avec une limitation de 35%, puis après 65%, et au 30 juin, plus aucune limitation. Là aussi, à Viroflay, nous sommes concernés avec le pavillon d'Elvire, qui va reprendre du service, je crois, aux alentours de mi-juin. Je crois que un des mariages qui se célèbre le 12 juin doit faire une petite fête juste après, dans la limite évidemment de 35% de l'effectif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les mesures qui ont été annoncées il y a déjà à peu près une dizaine de jours par le Premier ministre. Je compléterai cette situation sur la question de la vaccination, puisque vous le voyez, la France devrait passer, je crois, ces 20 millions de vaccinés en première dose, en tout cas sur ce week-end. Et donc, je vous propose de continuer à vous inscrire sur la liste d'attente en appelant le standard lorsque les choses se libéreront progressivement. La priorité est toujours donnée aux plus de 50 ans ou ceux qui ont moins de 50 ans mais qui souffrent de pathologies ou de comorbidités comme il est dit. Mais également, il semble que les vaccinations soient ouvertes à n'importe quel âge à partir du moment où des doses sont disponibles dans moins de 24 heures. C'est-à-dire que la veille pour le lendemain, s'il y a des places sont disponibles, vous pouvez les réserver sur Doctolib, quel que soit votre âge. Donc il faut être réactif et puis scruter cette application Doctolib. Mais pour tout cela, le centre de vaccination de Vélizy, qui a été ouvert et qui peut aller jusqu'à 2000 vaccinations par jour, nécessite d'être renforcé en termes d'équipe médicale, de médecins, d'infirmières. Il y a des bénévoles, il y a aussi du personnel des villes de Jouy, de Vélizy, de Viroflay qui ont été fournis pour ce centre de vaccination. Et donc, je fais un appel vraiment aux professionnels de santé, parce que sans eux, nous ne pouvons pas continuer la vaccination. Donc, n'hésitez surtout pas. Beaucoup de professionnels de santé, pharmaciens, médecins, notamment de Viroflay, se sont déjà proposés. Et donc, ils agissent au quotidien et je les en remercie vraiment de façon très chaleureuse. Il y a aussi des médecins à la retraite qui se sont proposés. Voilà, donc la vaccination avance et c'est plutôt bien organisé dans le centre de Vélizy. Un point aussi, nous sommes toujours sur les questions de pandémie. Cette période, cette année presque et demie que nous venons de traverser a été très pénalisante pour beaucoup de personnes, notamment sur le plan de la santé mentale en quelque sorte. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en fragilité, de plus en plus en fragilité morale, voire financière. Et donc, je rappelle que le CCAS est toujours à votre disposition, reste à votre disposition et à votre écoute pour pouvoir répondre à vos besoins. Nous avons aussi toujours une conseillère conjugale et familiale qui est dispo pour venir vous aider à franchir ces moments un petit peu compliqués, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, vos ados, ou pour votre couple aussi. C'est important de pouvoir se sentir bien, notamment dans la perspective des vacances, pour passer un été le plus agréable possible et être en forme à la rentrée. Voilà ce que je pouvais dire, je pense, sur l'ensemble des éléments liés à cette situation de pandémie. Donc, oui, un point aussi qui est important, c'est que pour tous ceux qui participeront, je leur dirai peut-être tout à l'heure, mais ceux qui participeront aux élections du 20 et 27 juin, quand je dis participeront, ce sont les assesseurs, les présidents de bureau, les scrutateurs. Vous pouvez aussi bénéficier d'une attestation qui vous permet d'aller vous faire vacciner en priorité dans le centre de vaccination de votre choix. Et donc, n'hésitez surtout pas, si vous êtes volontaire, à vous signaler d'une part et également à nous demander cette attestation pour vous faire vacciner. Voilà. Et évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions. Je regarde un petit peu s'il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, je continue sur les points que j'avais prévu de vous indiquer, de vous parler ce soir, enfin cet après-midi, ce matin.
C'est vrai que ces week-ends un peu prolongés sont un peu compliqués pour se repérer dans la journée. Donc, simplement vous dire que vous rappelez que Viroflay vient bénéficier de la reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse de l'été 2020. Et vous avez jusqu'au 17 mai, c'est-à-dire jusqu'à après-demain, pour saisir votre assurance. Et après, ce sera trop tard. Alors, j'ai quelqu'un qui m'avait interrogé par mail il y a quelques jours en me disant, mais comment ça se fait qu'on n'ait que 10 jours pour le faire? Là, en l'occurrence, ce n'est pas le maire qui fixe les délais, c'est la loi. Donc, à partir du moment où le décret est publié, donc il y a 10 jours, ce qui est extrêmement court, je trouve, pour en prendre connaissance et ensuite saisir son assurance. Mais néanmoins, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez eu des conséquences, des fissures dans votre logement, ben, n'hésitez pas à saisir votre assurance. Ça doit faire la troisième année, je crois, que Viroflay et bénéficie, entre guillemets, évidemment, de ce statut de reconnaissance de catastrophe naturelle. Je signale aussi qu'il me semble que dans le principe, ce sont les assurances qui payent les travaux nécessaires, mais je crois que les assurances se font rembourser par l'État. Donc, en espérant que il n'y ait pas trop de conséquences en fait sur votre habitation. Des points également à vous préciser pour les semaines à venir, j'en ai parlé. Les prochaines élections donc, ont lieu les 20 et 27 juin prochains. Il s'agit, alors je sais que vous n'avez pas réellement la tête à tout cela, mais néanmoins c'est également la démocratie qui s'exprime, la démocratie directe. Donc c'est important de pouvoir aussi aller exprimer votre vote. Ce sont à la fois des élections départementales, un double vote, élections départementales et élections régionales. Dans les médias, vous entendez beaucoup parler des élections régionales parce qu'elles ont toute une portée nationale avec des ténors, j'allais dire, de la politique qui se présentent. Mais les départementales sont un peu mises en retrait par rapport à elles. Et donc, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il peut y avoir une confusion entre ces deux élections. Cette confusion n'existera pas normalement dans les bureaux de vote qui seraient organisés de façon à éviter qu'il y ait des erreurs dans les urnes. Les bureaux de vote seront les mêmes, ils seront doubles, et donc allez voter à l'endroit dans lequel vous votez habituellement. La confusion possible, c'est le fait que l'élection régionale est départementalisée. Cela signifie que il n'y a pas qu'une seule liste, en fait, une liste qui se présente sur la région. Ce sont des listes donc par département qui ensuite sont fusionnées en quelque sorte pour déterminer les conseillers régionaux. Donc, il peut y avoir une confusion entre, vous voyez, les départementales, où vous votez pour un binôme homme-femme, et les régionales pour lesquelles vous votez pour une liste départementalisée. Et c'est une liste, je crois, pour les Yvelines de plus d'une trentaine de personnes. Alors, monsieur Thibault pose une question sur la procuration. J'allais vous en parler. En fait, la procuration est un peu facilitée pour ces scrutins. C'est-à-dire qu'une même personne peut recevoir deux procurations, contrairement à l'habitude. Et donc, deux procurations, ça veut dire qu'ils peuvent voter donc 3 fois. La personne elle-même plus ces deux procurations. Les procurations sont réalisables en partie sur Internet, en ligne, mais il faut de toute façon aller dans un commissariat ou une gendarmerie pour les faire valider. Donc, c'est un peu comme les pré-plaintes. Lorsque vous voulez faire une plainte, vous pouvez faire une pré-plainte sur Internet et ensuite elle est validée par le commissariat ou la gendarmerie. Là, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas le site en tête, mais ça peut se trouver facilement, je pense, sur Internet. N'hésitez surtout pas parce que je pense que le grand enjeu de ces élections va être aussi une question de participation. Il serait dommage que dans une démocratie comme la nôtre, il y ait une participation faible. Et là, on ne peut plus trop mettre en cause les questions de pandémie et d'inquiétude de se faire contaminer. Là, toutes les mesures seront prises, évidemment. Et puis, il y a quand même déjà beaucoup de personnes qui se sont fait vacciner. Voilà, donc pour les procurations, c'est quelque chose d'essentiel. Je rappelle que nous sommes aussi à la recherche d'assesseurs.
puisque vous l'avez compris, les week-ends des 20 et 27 juin, nous approcherons progressivement des vacances. Et donc, il y a un risque non seulement d'abstention, mais également que les personnes habituelles, en fait, qui tiennent les bureaux de vote, soient également en congé. Comme il y a 2 bureaux de vote, donc un par élection, eh bien, ça veut dire que nous devons organiser 24 bureaux de vote à Viroflay, ce qui nécessite de mobiliser beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie pour, si vous êtes disponible pour être assesseur. Voilà pour ces élections. Je pense que vous allez recevoir dans vos boîtes à lettres dans les semaines qui viennent, en fait, toute une documentation qui permettra de bien comprendre. Et j'espère aussi que le gouvernement pourra diffuser des clips d'informations, d'instructions civiques en quelque sorte, sur les grands médias nationaux pour bien faire comprendre à la fois les enjeux, mais également les spécificités de ces 2 élections. Voilà pour ces propositions. Ben, je vois que Julien Pierre tout de suite se propose pour être volontaire. On a besoin de bras, évidemment, de bras, de mains, de beaucoup de choses. Donc, on note votre proposition. Dans les autres sujets, avant que des questions me soient posées, un petit sujet, mais vous l'avez vu arriver certainement, c'est devant la bibliothèque, qui continue à rester ouverte, hein, celle-ci. Devant la bibliothèque, on a une boîte de retour de livres, hein, vous l'avez vu, elle est en contrebas, en fait, à côté des arceaux vélos de la bibliothèque. Et donc, lorsque la bibliothèque est fermée, vous pouvez rapporter vos livres et vos ouvrages dans cette boîte de retour. C'était quelque chose qui était demandé et donc nous l'avons fait avec grand plaisir et ça se fait de plus en plus. Pas très loin des bibliothèques se trouvait une boulangerie, c'est le moment un peu de parler de commerce. La boulangerie Gabriel, j'ai aussi été interpellé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail ou par des Viroflésiens me disant mais comment ça se fait que vous laissez une boulangerie se fermer? La boulangerie Gabriel, vous savez, la première en rentrant dans le Viroflay en venant de Chaville sur la droite, qui avait pris la place d'une ancienne station-service d'ailleurs. Eh bien, cette boulangerie, en fait, c'est le fonds de commerce qui a été vendu. Le propriétaire n'a pas vendu les murs, donc il a trouvé un locataire ce locataire pouvait payer le loyer demandé par le propriétaire, qui est un loyer assez élevé. Et donc, la boulangerie a décidé de s'arrêter. Et donc, aucune autre boulangerie n'a pu prendre le relais, bien malheureusement. Contrairement aux autres boulangeries où la plupart du temps, en fait, des nouveaux boulangers arrivent à reprendre les locaux, les fournils. Ça a été le cas de la boulangerie en bas de la rue de la Côte qui a rouvert, je crois, au mois de mars ou avril, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc, celle-ci est une boulangerie un peu particulière. Donc, bien malheureusement, elle va disparaître et elle va être remplacée par un mondial pare-brise. Voilà, et j'en suis désolé, mais s'il s'installe, c'est qu'il y a aussi de la demande. Même si nous avons déjà un Carglass un peu plus loin, il y a de la demande et c'est le principe du commerce, hein. Le commerce est libre en France et donc nous ne pouvons pas interdire tel ou tel commerce à tel ou tel commerce de s'installer sur Viroflay ou dans n'importe quelle ville. En tout cas, voilà, on peut le regretter, mais c'est aussi ça la liberté, hein, importante dans notre pays. Je voulais un tout petit peu parler, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de questions, mais un peu comme la dernière fois, il n'y avait pas de questions sur le sujet, mais j'avais abordé le sujet moi-même, qui est la question du ramassage des ordures ménagères. C'est un sujet qui a fait beaucoup couler pas mal d'encre, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, je voulais vous redire que les ordures ménagères sont gérées par Versailles Grand Parc, qui a lancé un nouveau marché qui a commencé, je crois, le 1er avril, ou le week-end de Pâques. Je crois que c'était ça. Oui, le 5 avril, je crois. Et donc ce marché, les modifications qui ont eu lieu, en fait, c'est que le ramassage se fait donc maintenant le matin,
pour tous les ramassages, que ce soit pour les ordures ménagères, les encombrants ou les déchets verts. Beaucoup d'autres villes sont aussi ramassées le matin. Et donc, voilà, ce qui génère quelques nuisances, c'est surtout pour ça en fait que certains viroflésiens m'ont saisi, notamment des nuisances sonores, puisque le ramassage peut commencer à partir de 5h15 le matin dans certains quartiers et s'étaler jusqu'à pratiquement 13h. Il faut entre 7 et 8 heures pour arriver à couvrir l'ensemble de viroflés. Certaines personnes me disent, mais on ne peut pas commencer un petit peu plus tard, 2 heures plus tard. Mais en fait, la difficulté, c'est le fait que les camions doivent aller vider, refaire le plein, être nettoyés pour ensuite repartir sur une autre tournée qui souvent est une tournée qui démarre sur le coup de 18 ou 19 heures dans d'autres villes. Et donc, en fait, c'est assez complexe d'arriver à décaler le ramassage des ordures ménagères d'une voire 2 heures. Donc, voilà, il va falloir prendre un peu son mal en patience. Il se trouve que lorsque le ramassage se faisait le soir, souvent, la fin du ramassage se faisait sur le coup de 1 heure du matin, 1h30 du matin, et beaucoup de personnes se plaignaient du fait d'être réveillées alors qu'elles s'étaient endormies vers 11h, 11h30. Donc, on a le même problème, en fait, que ce soit le matin ou le soir, et ça, j'en suis navré. Les camions, théoriquement, sont censés faire moins de bruit que les précédents. Donc là, on peut rappeler aux éboueurs à la fois d'être un peu plus vigilants sur le bruit qu'ils peuvent générer, notamment dans les échanges verbaux qu'ils peuvent avoir entre eux. C'est vrai que les cris ou les interpellations des éboueurs entre eux peut générer pas mal de nuisances. Mais là, en l'occurrence, euh, les difficultés sont les mêmes dans toutes les autres villes. À Versailles, je crois qu'il y a du ramassage qui se fait le soir. J'ai vu sur les réseaux sociaux aussi des personnes qui se plaignaient que le soir, cela faisait du bruit et la nuit encore plus. Sur la plupart des résidences qui s'étaient manifestées pour le dépôt des ordures ménagères, notamment pour le lundi matin, la plupart des résidences, en fait, les choses ont été résolues. C'est que les tournées ont été organisées pour faire en sorte que ces résidences soient desservies un peu plus tard entre 5 et 7 heures du matin. Donc, normalement, ça fonctionne correctement. Il y a encore des soucis d'horaire, c'est-à-dire que les horaires ne sont pas encore tout à fait bien arrêtés, bien respectés, en tout cas par les éboueurs. Tout ça nécessite bien sûr encore quelques ajustements. Euh, voilà à peu près le point sur sur ce ramassage des ordures ménagères. Un point qui est un point essentiel, et ça, vous avez vu que nous faisons preuve à la fois de pédagogie, mais également un peu de répression. Lorsque le changement de côté doit intervenir dans les rues en stationnement alterné, il y en a un certain nombre d'enviroflés, notamment dans le Haras en l'occurrence, mais également sur la rive droite et sur la rive gauche dans le quartier du Louvre. Le changement de côté doit avoir lieu, et c'est une obligation légale, je vous le rappelle, le changement de côté doit avoir lieu la veille au soir, c'est-à-dire donc le 31 au soir ou c'est quoi, c'est le 15, le 15 au soir, pour libérer la circulation le lendemain matin. Donc, et le soir, normalement, ça doit se faire entre 20h30 et 21h. Alors, évidemment, si vous ne changez pas juste entre 20h et 20h30 et 21h, il ne se passera rien. Simplement, vous pouvez le faire jusqu'à 21h, 22h. Bien évidemment, avec le couvre-feu, c'est plus compliqué, mais néanmoins, vous pouvez le faire sans difficulté. Hein, une dérogation est tout à fait possible. Et donc, il faut absolument que les voitures aient changé de côté le soir pour que lorsque les poubelles passent le matin, elles puissent passer sans difficulté. Et je vous rappelle aussi que les changements de côté qui se passent bien,
Ça permet aussi aux autres camions en fait, qui ont à circuler, de bien circuler. Notamment, je le redis, il y a aussi des camions, des camions de pompiers, des camions de secours qui peuvent être amenés à passer à n'importe quelle heure là pour le coup et donc c'est pour ça qu'il faut absolument arriver à faire ce changement de côté, dans un temps le plus réduit possible et donc arrangez-vous avec vos voisins pour que les choses puissent être, enclenchées le plus vite possible. Et il y a également, lorsqu'il y a de la neige, là on ne se dirige pas vers une période hivernale, mais lorsqu'il y a de la neige, les camions, les saleuses ou la lame, et s'il y a un changement de côté, la lame a beaucoup de problèmes pour passer. Et donc bien évidemment, les rues ne sont pas déneigées. Donc je crois que c'est important que vous puissiez respecter cette contrainte de changement de côté au bon moment. Et nous mettons dans les boîtes à lettres et sous les essuie-glaces, nous mettons des papiers pour vous rappeler à chaque changement de côté. Nous mettons des papiers, donc normalement vous êtes informé de cette situation. Évidemment, le lendemain, si les voitures n'ont pas changé de côté, elles courent le risque de se faire verbaliser. Ce serait dommage. Alors c'est si simple à faire. Euh, voilà, j'ai combiné un peu le ramassage des ordures ménagères avec la question donc liée au stationnement alterné, qui est un sujet qui a soulevé un certain nombre de questions euh, au cours de ces dernières semaines. Un point aussi euh, qui a été signalé sur les réseaux sociaux, ce sont les travaux sur la passerelle. Alors la passerelle qui se trouve au-dessus des voies de la gare Rive Gauche et en fait cette passerelle nécessitait d'être remise non pas à neuf mais remise en état, notamment en termes de peinture. En fait, elle était très taguée, il y avait de la rouille. Donc on a euh, mandaté la SNCF pour réaliser ces travaux. Vous savez, lorsque un ouvrage franchit les voies ferrées, c'est souvent compliqué de travailler avec la SNCF. Et donc la SNCF ne mandate que des entreprises qui ont des accords avec elle ou des entreprises qui savent travailler au-dessus des voies ferrées et notamment au-dessus des caténaires. Et lorsque la passerelle a été repeinte en dessous, il fallait évidemment que les caténaires soient éteints. Donc, à des moments où les lignes de chemin de fer ne fonctionnent plus, et donc ce qui renchérit le coût de façon extrêmement importante, puisque la mise en peinture et la réfection n'est pas très compliquée, mais c'est cette proximité avec les voies ferrées qui font que la ville doit débourser des sommes assez considérables. Et encore, en fait, nous avons négocié pour que les choses se fassent en même temps que les travaux d'accessibilité de la gare gauche, qui nécessitaient d'interrompre la circulation, le courant en tout cas dans les caténaires. Donc on a pu bénéficier de cette période-là, sinon ça aurait été, je crois, 2 fois plus cher encore. On atteignait un des premiers devis, il était aux alentours de 700 000 euros. Vous voyez que en fait c'était tout à fait déraisonnable, mais nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas demander au peintre du coin de faire ces travaux lui-même. Donc voilà. Par contre, nous veillerons à ce que ce soit bien fait. Il y a effectivement des endroits où le métal était rongé, que ce soit les rampes ou certains barreaux, en fait, étaient rongés par la rouille, étaient désagrégés. Donc nous veillerons à ce que, évidemment, ces endroits-là soient réparés pour avoir une passerelle qui puisse tenir le coup encore pendant quelques dizaines d'années. Voilà, je tenais à le dire parce que j'ai vu passer des choses qui ne sont pas du tout agréables, notamment pour le personnel de la ville de Viroflay qui n'est absolument pas concerné par cette passerelle. Et donc, je ne peux pas supporter que des formes d'ironie en fait soient courts en fait ou des bruits courts sur le personnel de la ville de Viroflay, qui est un personnel que je vous rappelle qui est particulièrement dévoué, je peux vous le dire. Alors, je vois Monsieur Météro qui nous parle
on revient un peu sur les questions de pandémie, en fait, vous voyez. Monsieur Blanquer a fait volte-face sur les purificateurs d'air dans les écoles et a encouragé les collectivités à équiper les salles de classe. Quelle est la position de Viroflay à ce sujet? En l'occurrence, les purificateurs d'air ou les capteurs de CO2 euh, sont certaines villes ont commencé à en mettre et plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des tweets ou des messages sur Facebook en me demandant si je pouvais en installer. Paris, je vous le rappelle, en fait, a équipé, je crois, 200 écoles ou 200 classes, je ne sais plus exactement. Elle possède des milliers et des milliers de classes. Donc, elle l'a fait. C'est aussi une question un peu médiatique à laquelle elle a répondu. Là, en l'occurrence, il y a un protocole qui existe et que les enseignants connaissent sur le fait qu'il faut aérer les salles de classe. Et là, avec le beau temps qui va revenir, je souhaite, les températures qui vont monter, et aérer les salles de classe, ce n'est pas très compliqué. Et donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'équiper les classes de Viroflay de purificateurs d'air ou de capteurs de CO2. Le bon sens prévaut et donc toutes les 20 minutes, on peut ouvrir les fenêtres pendant 5 minutes. Ça ne me paraît pas très compliqué à réaliser. J'allais dire, Monsieur Blanquer, il est gentil, mais il pourrait aussi éventuellement nous dire, bah tiens, c'est l'État qui va payer les matériels aux communes. Mais comme toujours, en fait, voilà, il y a des décisions de l'État qui sont prises auxquels les collectivités doivent répondre et se conformer. Donc, bon, voilà la position de la ville de Viroflay, qui n'est pas, nous ne sommes pas la seule ville, évidemment, dans les environs, en fait, assez peu de communes d'Anvers-à-Grand-Parc, en tout cas, ou proches de Viroflay, ont équipé leur salle de classe de capteurs de CO2 ou de purificateurs d'air. Et puis, vous l'avez compris, en fait, on est en train de déconfiner à tout va. Bon, là, ça me paraît un peu tardif, en tout cas, d'aller dans ce genre de situation ou de proposition. Euh, Estelle Del qui posait une question à laquelle, merci Frédéric Météro, en fait, de souscrire à la position de la ville de Viroflay. Tout le monde n'est pas forcément dans cette position-là, hein, donc je peux comprendre. Vous savez, avec la question de la pandémie, on assiste à des personnes qui sont très inquiètes, en fait, qui ont besoin de beaucoup de systèmes de sécurité, d'être rassurées sur le fait que tout se passe bien, et puis beaucoup de personnes qui, en sens inverse, en fait, considèrent que les mesures qui sont prises sont trop importantes, donc il faut trouver le juste équilibre entre les uns et les autres. Et surtout, je le redis, j'ai dû le dire un nombre de fois très important, mais c'est surtout le bon sens qui prévaut. Voilà. Au collège, effectivement, les fenêtres sont ouvertes, donc ça ne me pose aucun problème. Et Viroflay fait partie des communes dans lesquelles, en fait, assez peu de classes ont fermé du fait de la pandémie ou de cas positifs. Je crois qu'il y a eu 3 classes dans Viroflay, dans les écoles de Viroflay qui ont dû fermer depuis la rentrée des vacances de Pâques. Et puis, je crois qu'il y en a eu une au collège, il me semble. Donc, voilà, si les mesures sont bien mises en œuvre, elles ne posent pas de difficultés. Estelle Del qui posait une question sur la ZFE, la zone à faible émission. Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint en charge d'aménagement de l'espace public, en fait, a répondu que la ZFE concerne la métropole du Grand Paris. Et donc, et la métropole du Grand Paris, Viroflay n'est pas dans la métropole du Grand Paris. Et sur la limitation, c'est l'intérieur de la 86 avec une bizarrerie, c'est le fait que la 86 elle-même n'est pas concernée. Ça veut dire qu'on peut polluer tout ce qu'on veut sur la 86, mais on ne peut pas, avec les voitures les plus anciennes possibles sur la 86, mais on ne pourrait pas, à l'intérieur de la 86, rouler avec n'importe quelle voiture. Il y a une sorte de bizarrerie aussi là-dessus. Donc voilà, c'est un sujet qui est un sujet en cours de discussion. Et donc,
on va regarder. Je sais que limiter la circulation des voitures risque de pénaliser, je crois, à peu près 10% du parc de véhicules. Euh, et, euh, et souvent pour les personnes qui ont assez peu de possibilités de changer, de renouveler leur véhicule pour les questions purement financières. Et même les aides qui existent en fait ne sont pas suffisantes pour certains ou certaines en fait pour changer leur voiture. Donc voilà, je pense que cette question des ZFE est une question assez complexe à résoudre et il ne faudrait pas, surtout pas exclure certaines personnes qui ont absolument besoin de circuler en voiture. Il a la question aussi des utilitaires. Hein. N'oublions pas qu'un certain nombre d'utilitaires sont un peu anciens pour les artisans. Ça peut être un peu délicat pour eux, surtout vu la période qu'ils viennent de traverser, pour investir dans de nouveaux véhicules moins anciens, en tout cas, j'allais dire moins polluants, moins anciens. Et puis il y a un autre point, moi, qui me paraît bizarre, c'est le fait que il y a quand même tous les véhicules sont obligés de suivre de passer des contrôles techniques qui intègrent des contrôles anti-pollution. Et donc je suis un petit peu surpris de voir que certains véhicules passant les contrôles anti-pollution sans difficulté pourraient être interdits de circulation dans certaines villes de la métropole. Donc là, il y a quelque chose aussi qui, à mon sens, ne tourne pas tout à fait rond. Voilà, sur ces différents points, ces différentes questions que vous m'avez posées, une question qui m'a été posée hier sur Facebook, c'est quelle est la date de fin des travaux du quartier de la Marquette. Le quartier de la Marquette donc est en travaux depuis maintenant quelques temps. Évidemment, en 2020, la pandémie ne nous a pas permis d'avancer comme nous le souhaitions. Et c'est un quartier qui est refait en quasi-totalité. Donc c'est quelque chose qui est assez long à faire. Ce n'est pas qu'une seule rue. Ce sont des rues étroites, des rues compliquées, évidemment, à réaliser. Et donc les travaux de la Marquette devraient être finis le 21 mai prochain, c'est-à-dire dans une bonne semaine. Il restera encore quelques petits réglages ou quelques finitions à réaliser. Donc voilà, mais normalement, tout devrait être fini très, très rapidement. Et donc, pour retrouver un quartier, je pense, extrêmement agréable. Beaucoup de riverains ont adhéré à notre possibilité de végétaliser sur le devant de chez eux. Donc, nous avons réservé certains espaces pour ceux qui le souhaitaient, pour qu'ils puissent planter quelques fleurs ou un certain nombre d'autres choses. Et donc, voilà, ce quartier-là était déjà très agréable, mais il va être certainement encore plus. Donc, merci de la patience dont vous avez pu faire preuve durant ces longs mois de travaux. Mais ce sont les travaux quand même qui ont permis d'enfouir les réseaux, de refaire l'assainissement et donc de refaire la voirie. Dans des espaces aussi contraints, nous ne pouvons pas faire travailler les différents corps de métier ensemble. Euh, Quelques points aussi qui vont être posés. Euh, Inaugurer avec le champagne, inaugurer le quartier, c'est ça? Si vous habitez dans le quartier de Marquette, monsieur Météro? Bien écoutez, quand on pourra évidemment trinquer, je me ferai une joie de venir inaugurer ce quartier. Euh, une question avait été posée donc également sur les réseaux sociaux. Le fait que la région, qu'est-ce qui m'a posé cette question? Je ne sais plus. La région souhaite mettre en place ce qu'ils appellent le RER-V, qui est le RER vélo, c'est-à-dire que pratiquement de doubler toutes les lignes de RER train par une sorte d'itinéraire vélo le plus sécurisé possible. Et effectivement, il y a une ligne de ce RER vélo qui fait Versailles et ensuite qui rejoint Paris en passant par, a priori, donc Versailles, Viroflay, Chaville et Sèvres. Puis après Boulogne, je crois. Donc là, pour l'instant, ça n'est qu'un projet.
je tiens à le dire, c'est un projet qui ne pourra se faire que sur la durée et avec certainement des changements non négligeables sur l'ensemble du linéaire. Il y a des endroits qui sont extrêmement difficiles à aménager. Je parle des arcades, hein. Les arcades, en fait, c'est un goulot d'étranglement et qui ne permet pas de passer de façon isolée les voitures, les vélos, les bus, les camions. Et puis après, sur Chaville, il y a aussi d'autres difficultés. Il y a un projet actuellement de réaménager toute l'avenue Roger Saint-Gros, puis après la RD10 ou 910 du côté de Sèvres. Et donc, nous devrons examiner tout cela. La région, en fait, souhaite pouvoir financer ce RERV, mais les financements de la réfection de la voirie se font surtout par les conseils départementaux et les communes. Donc tout ça doit se coordonner et ce n'est pas du jour au lendemain que nous pourrons réaliser cela. Dans les modifications qui seraient, il faut en être conscient aussi, hein, qui seraient nécessaires, voire indispensables, c'est le fait qu'actuellement sur Viroflay, sur la plupart de l'avenue, en fait, entre les arcades et Versailles, et entre la bibliothèque et Chaville, le stationnement se fait de façon perpendiculaire. Et pouvoir faire de la place pour les vélos nécessite certainement de passer le stationnement en longitudinal, c'est-à-dire perdre des places de stationnement. Évidemment, ça permet d'avoir davantage de place pour les vélos, mais il y a aussi cet équilibre à trouver entre le stationnement, la circulation automobile, la circulation des vélos, et les vélos, en fait, qui soient des vélos taffeurs, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'aller assez vite pour rejoindre leur travail ou revenir le soir chez eux, mais également les vélos pour ceux qui pratiquent le vélo de façon plus en loisir ou de façon plus familiale, qui n'ont pas les mêmes types de contraintes que les vélos taffeurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question du RER V, qui est certainement un sujet qui va être à travailler dans les années à venir. Je rappelle aussi que Jean-Philippe Ollier, qui répond de temps en temps à des questions qui sont posées actuellement, le, le, il est en train d'interroger, de consulter un certain nombre de viroflésiens, d'associations ou d'élus sur cette question de la place du vélo dans Viroflay. Donc, et nous reviendrons vers vous pouvoir pour voir les mesures que nous pourrons prendre, en tout cas les aménagements que nous pourrons mettre en place. Je reste sur le vélo, puis après j'essaie de répondre à la question de Madame Truel. Je réponds tout de suite. Il y a un ravalement qui commence au 238 Général Leclerc. Nous avait été autorisé à occuper le trottoir, certainement pour mettre l'échafaudage. Il y a une voiture tampon, donc voilà. Dites-nous de quelle voiture il s'agit. Elle a peut-être déjà signalé, comme vous le dites, elle gêne le chantier. Donc les voitures tampons, j'en profite pour vous répondre. Ben voilà, c'est Jean-Philippe Pellet qui le dit. Il faut que la police municipale constate le fait qu'elle n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'elle fasse une marque et lorsqu'il faut attendre 7 jours ensuite pour ensuite pouvoir faire enlever la voiture. Là, en l'occurrence, on va regarder si vous l'avez déjà signalé. Peut-être que la marque a été faite et que l'identification de la voiture a été faite. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que nous pouvons l'enlever. Donc, nous regarderons ça dès lundi prochain pour voir comment c'est faisable. Vous pouvez nous donner la marque de la voiture et le modèle de la voiture, ça nous arrangerait, et la couleur, pas son immatriculation, s'il vous plaît, mais marque, modèle et couleur. Ça nous facilitera le travail. Sur les autres points, je reviens un tout petit peu sur la question du vélo. Il se trouve que de plus en plus de personnes en fait souhaitent faire du vélo, soit font, souhaitent faire du vélo. Et une des difficultés apparemment et un des freins, c'est le fait que beaucoup craignent de se faire voler leur vélo. Donc nous mettons en place des arceaux dans Viroflay de plus en plus, de façon plus en plus importante. Je crois qu'une quarantaine d'arceaux devaient être installés dans les prochaines semaines en complément de ceux qui existent déjà, répartis un peu dans toute la ville. Je vous invite également à vous munir de très bons antivols. Il y en a certains qui mettent, où il faut mettre beaucoup de temps pour les enlever, les couper.
Et donc, bah, c'est surtout ça, en fait, la question qui se pose, c'est l'antivol. Par contre, à proximité des gares, beaucoup me disent, mais il faudrait pouvoir mettre en place des stationnements sécurisés. Mais sans me dire précisément à quel endroit, ce qui est un peu compliqué parce que autour des gares, c'est quand même assez plein. Je vous signale, je vous apprends que sur la rue Hippolyte Mazet, à la place de l'ancien centre de formation de la SNCF, des constructions de logements vont avoir lieu et j'avais demandé à la filiale de SNCF qui va être chargée de faire ces logements d'intégrer un Véligo, c'était un parc à vélo sécurisé d'une quarantaine de places. Et donc, il y a 3 équipes d'architectes qui travaillent sur ces futurs logements. Et donc, les 3 équipes d'architectes ont fait des propositions pour intégrer ce Véligo à cet endroit-là. Donc, ce sera une excellente chose pour ceux qui ont besoin de stationner du côté de la gare de gauche. Évidemment, il y a encore un certain nombre d'étapes. C'est-à-dire que le jury de concours en fait désigne le lauréat, puis après que le lauréat dépose le permis de construire, et puis que les travaux de construction des logements se fassent et de ce Véligo se fassent aussi. Et donc, il faut attendre, je pense, encore maintenant pratiquement 2 ans et demi pour que ces places soient construites. Euh, alors, Véronique Gouju de Moulin, vous en profiterez peut-être pour terrasser les places de stationnement entre la bibliothèque et Chaville sur l'avenue de Général Leclerc. Alors, évidemment, lorsque l'avenue devrait être faite, notamment pour mettre en place le, le, le RERV, en fait, et les pistes cyclables sécurisées, évidemment, il faudra refaire l'intégralité de l'avenue. Quand vous dites terrasser les plages, je pense c'est plutôt en fait, mettre en place un revêtement de type enrobé, en fait, asphalte. Euh, une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est le fait que lorsque nous sommes amenés à de plus en plus faire d'enrobés, notamment pour les places de stationnement, et pour les pistes cyclables aussi, hein, pour les routes, en fait, il y a une forme d'imperméabilisation du sol et qui fait que lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle. Donc en fait, il faut arriver à trouver les bons revêtements qui permettent d'absorber l'eau de ruissellement et donc le revêtement qui existe actuellement, qui est un revêtement gravillonné, contrairement à ce qu'il y avait il y a quelques années, qui était plutôt de la terre, ça a été gravillonné, permet d'absorber l'eau de pluie. Donc il faudra trouver la meilleure solution. Évidemment, je pense que c'est de ça dont vous vouliez parler. Tant que nous sommes sur une question de mobilité et mobilité douce, ou en tout cas qui pollue moins ou pollue peu, euh, il pleut aussi de l'autre côté de Duroflay. Je ne sais pas ce que ça veut dire, votre question, mais donc nous avons aussi mis en place des bornes de recharge électrique dans Viroflay. D'autres vont aussi voir le jour. Il y en a une donc pour 2 places du côté du parking de la rue Costet-Bellonte. Il y en a une également pour 2 places sur le parking du gymnase Gaillon. Et donc pour les sportifs qui pourront reprendre du sport en fait et qui viendraient en voiture électrique pourraient recharger donc leur voiture durant leur temps de sport au gymnase. Et il y a également en fait des places qui vont être mises en place, place de Verdun, des places avec des bornes de stationnement électriques, place de Verdun et également sur l'avenue qui va être installée très prochainement. Donc progressivement, nous essayons d'en installer partout dans Viroflay. Pour l'instant, les places qui existent sont assez peu utilisées. C'est un peu la difficulté. C'est s'il n'y a pas de place, les gens ne peuvent pas acheter de véhicules électriques s'ils n'ont pas de possibilité de recharger chez eux. Mais s'il y a des places, il faut attendre que les voitures électriques arrivent dans Viroflay. Voilà. Le stationnement alterné, je voulais vous en parler, j'en ai parlé, c'est fait. Voilà, moi je suis arrivé au bout des sujets que j'avais envisagé de traiter avec vous ce matin en même temps que je répondais à vos différentes questions. Je ne sais pas quelle heure il est 11h55, ben on n'est pas loin d'une heure. Si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas à les poser. Ah oui, alors donc là,
Vous dites donc, Caroline Lanier, avec un revêtement de qualité, pas des gravillons irréguliers et plein de déjections canines. Ah, ça, les déjections canines, c'est une vraie question. Les déjections canines, en fait, ce n'est pas l'apanage de cet endroit-là. Il y en a aussi sur les trottoirs lorsqu'ils sont asphaltés. Et donc, voilà, ce n'est pas le revêtement de gravillons qui fait que les déjections arrivent. Ceci dit, nous envisageons de pouvoir équiper Viroflay aussi pour le nettoyage des rues de ce qu'on appelle je crois que ça s'appelle un gluton, c'est-à-dire une sorte de gros aspirateur. Et donc c'est avec Jean-Philippe Ollier, donc maire adjoint qui est aussi en charge de la propreté, en fait que nous avons étudié ça et que nous pourrions donc avoir cet équipement supplémentaire. Je crois que la prestation doit coûter aux alentours de 10 ou 15 000 euros par an avec ce type d'équipement, mais ça me permettra aussi d'aller mieux nettoyer certainement les déjections canines dans Viroflay. Voilà. Et en espérant que les propriétaires de chiens seront encore plus attentifs ou davantage attentifs à l'endroit où leurs compagnons à quatre pattes posent leur pêche. Voilà. Euh, alors, ce qui a été fait dans le centre de Viroflay pourrait être fait partout dans Viroflay, oui. C'est une question de moyens, simplement, sur l'avenue, c'est plusieurs millions d'euros qui ont été nécessaires pour le centre de Viroflay. Donc, pour la partie, vous avez vu, juste entre l'avenue des combattants et la bibliothèque, hein. Et donc, ça ne peut se faire que progressivement. Et surtout, en fait, si on l'avait fait il y a 10 ans, comme ça a été fait sur le centre-ville, en fait, je pense que ça nous aurait été reproché, notamment la question de la pratique du vélo est un peu différente maintenant. Donc là aussi, en fait, il est toujours compliqué de faire les choses de façon trop anticipée. Voilà. Et vous voyez, donc plusieurs personnes en fait répondent et vous disent il vaut mieux garder un sol naturel pour absorber la pluie. Je pense que les propositions, en tout cas les réactions, et les positions de chacun en fait sont différentes selon son positionnement, selon que on habite le secteur, pas le secteur, et selon qu'on a une sensibilité, telle ou telle sensibilité en fait, qu'elle soit un peu, j'allais dire, en prenant compte de la question de la nature. Voilà. Donc c'est tout cela est complexe. Donc euh, nous devons voilà, ben voilà, Jean-Philippe Ollier nous annonce que le gluton, c'est un modèle hein, d'aspirateur urbain. Le gluton arrive début juin, donc vous devriez le voir passer dans les rues, notamment sur l'avenue, sur Viroflay dans les semaines qui viennent. Voilà, donc l'avenue sur cette partie est vraiment sale. On fait ce qu'on peut, mais j'en suis un peu conscient en fait. Euh, c'est vrai que un enrobé permet de voir plus facilement les saletés sur l'avenue. Euh, mais voilà, il a le problème de rendre totalement hermétique le sol. Et tout à l'heure, je parlais de reconnaissance de catastrophes naturelles. Et donc, la catastrophe naturelle, c'est aussi la sécheresse. Et lorsque l'eau tombe, en fait, il faut absolument qu'elle puisse être absorbée au maximum par le terrain naturel. C'est aussi pour ça que dans le PLU, nous avions décidé au début de l'année d'augmenter la part de pleine terre dans les différents quartiers de Viroflay lorsqu'il y a des nouvelles constructions, pour faire en sorte qu'une partie de l'eau pluviale puisse être absorbée directement par de la pleine terre. Bah, je parle de PLU, justement, Monsieur Météro, Frédéric Météro, il me semble que le PLU a été modifié pour les parkings privés. Il est normal que les places publiques suivent les mêmes règles. Alors non, il n'y a pas eu de modification sur les parkings privés, mais une modification sur la question, donc, comme je vous le disais, des endroits de pleine terre, donc qui correspond un petit peu à à la même question. Voilà. Donc, je ne sais pas si Catherine Lanier et Véronique Gouju-Dumoulin habitent la même portion de l'avenue, mais vous nous direz avec le gluton, en fait, comment les choses se passent, si ça vous paraît plus, plus propre.
Et donc, n'hésitez pas à le dire. Si jamais c'est plus propre, n'hésitez pas à le dire parce que c'est toujours bien que les choses positives, des choses positives puissent être dites. Alors, Julien Pierre qui nous dit sur les nouvelles constructions, c'est dommage qu'un espace ne soit pas prévu systématiquement pour du compostage collectif. Là, en l'occurrence, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans les nouvelles constructions, hein, que ce soit pour les ordures ménagères, pour le stationnement vélo. Après, effectivement, le compostage collectif, il ne nécessite pas beaucoup de place. Et donc, dans beaucoup de copropriétés, les choses se font. Donc, voilà. Donc, vous pouvez mettre deux, trois composteurs dans une copropriété nouvelle, rue des Prébois, par exemple. Voilà, c'est une question d'entente entre les uns et les autres, mais je sais que certaines copropriétés ne sont pas très favorables à la mise en place d'un compostage collectif. Euh, je ne sais pas pourquoi, en l'occurrence, parce que lorsque c'est bien fait, il n'y a pas il n'y a pas d'odeur, en tout cas. Voilà. Bon, on va s'arrêter. Juste la dernière question. Il serait bien de pouvoir prévoir une poubelle à côté du bac à bouteilles sur cette partie de l'avenue. Certains jettent les détritus par terre. Euh, eh bien, écoutez, oui. Moi, généralement, quand je vais avec mes bouteilles sur le bac à verre qui n'est pas très loin de chez moi, j'y vais avec un sac. Je mets l'ensemble des bouteilles dans le bac, j'enlève les bouchons, j'en mets dans le sac et je rentre chez moi, je mets dans ma poubelle. C'est comme lorsque on a un paquet de gâteaux qu'on mange dans la rue, le paquet de gâteaux, puis on le remet dans sa poche. Une fois qu'il est fini, on le jette dans la poubelle en rentrant chez soi. Donc, c'est une vraie question, en fait, la question des poubelles dans la ville, parce que je ne vois pas comment ou ni pourquoi, en fait, quelqu'un qui a un détritus ne le mettrait pas dans sa poche ou dans son sac pour le jeter en arrivant chez lui. Voilà, donc mettre des poubelles dans la ville, ça génère aussi des budgets, il faut les vider, il faut changer les sacs. Et certaines villes ont commencé à décider de retirer leurs poubelles publiques en partant du principe que chacun est responsable de ses déchets. Et on le voit bien, de toute façon, même s'il y a des poubelles publiques, en fait, ça n'empêche que des papiers sont jetés par terre. Et donc, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, en tout cas. Voilà. Merci de votre attention. Alors, on voit que c'est un week-end un peu long. On est monté, je crois, à 50-55 personnes en simultané dans ce Facebook Live. Vous êtes peut-être partis en week-end et vous ne pensez peut-être pas à ce Facebook Live, mais néanmoins, je vous remercie de votre attention et puis de la fidélité pour certains d'entre vous. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et parfois même des messages, euh, j'allais dire positifs en fait, pour nous dire que les choses sont bien faites. C'est agréable à lire de temps en temps. Et puis si c'est pas bien fait, nous le dire de façon agréable, c'est encore mieux. Voilà, merci à vous, très bon week-end ou fin de week-end et à très bientôt. Prochain Facebook Live, je crois aux alentours du 12 juin, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, je vous remercie et très bonne fin de journée à vous. Au revoir.